14e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Seconde partie. L'entrée dans le monde. 14e section. Le lendemain matin au déjeuner, l'affectation avec laquelle le père Goriot regardait Eugène, près duquel il se plaça, les quelques paroles qu'il lui dit, et le changement de sa physionomie, ordinairement semblable à un masque de plâtre, surprirent les pensionnaires. Vautrin, qui revoyait l'étudiant pour la première fois depuis leur conférence, semblait vouloir lire dans son âme. En se souvenant du projet de cet homme, Eugène, qui, avant de s'endormir, avait, pendant la nuit, mesuré le vaste champ qui s'ouvrait à ses regards, pensa nécessairement à la dot de mademoiselle Taillefer, et ne put s'empêcher de regarder Victorine comme le plus vertueux jeune homme regarde une riche héritière. Par hasard, leurs yeux se rencontrèrent. La pauvre fille ne manqua pas de trouver Eugène charmant dans sa nouvelle tenue. Le coup d'œil qu'ils échangèrent fut assez significatif pour que Rastignac ne doutât pas d'être pour elle l'objet de ces confus désirs qui atteignent toutes les jeunes filles et qu'elles rattachent au premier être séduisant. Une voix lui criait 800 000 francs. Mais tout à coup il se rejeta dans ses souvenirs de la veille et pensa que sa passion de commande pour madame de Nucingen était l'antidote de ces mauvaises pensées involontaires. L'on donnait hier aux Italiens Barbier de Séville de Rossini. Je n'avais jamais entendu de si délicieuse musique, dit-il. Mon Dieu, est-on heureux d'avoir une loge aux Italiens. Le père Goriot saisit cette parole au vol comme un chien saisit un mouvement de son maître. Vous êtes comme des coqs en pâte, dit madame Vauquer, vous autres hommes, vous faites tout ce qui vous plaît. Comment êtes-vous revenu demanda Vautrin. À pied, répondit Eugène. Moi, reprit le tentateur, je n'aimerais pas de demi-plaisir. Je voudrais aller là dans ma voiture, dans ma loge, et revenir bien commodément. Tout ou rien, voilà ma devise. Et qui est bonne, reprit madame Vauquer. Vous irez peut-être voir madame de Nucingen, dit Eugène à voix basse à Goriot. Elle vous recevra certes à bras ouverts. Elle voudra savoir de vous 1000 petits détails sur moi. J'ai appris qu'elle ferait tout au monde pour être reçue chez ma cousine, madame la vicomtesse de Beauséant. N'oubliez pas de lui dire que je l'aime trop pour ne pas penser à lui procurer cette satisfaction. Rastignac s'en alla promptement à l'école de droit. Il voulait rester le moins de temps possible dans cette odieuse maison. Il flâna presque toute la journée en proie à cette fièvre de tête qu'ont connue les jeunes gens affectés de trop vives espérances. Les raisonnements de Vautrin le faisaient réfléchir à la vie sociale, au moment où il rencontra son ami Bianchon dans le jardin du Luxembourg. Où as-tu pris cet air grave lui dit l'étudiant en médecine en lui prenant le bras pour se promener devant le palais. Je suis tourmenté par de mauvaises idées. En quel genre? Ça se guérit les idées. Comment? En y succombant. Tu ris sans savoir ce dont il s'agit. As-tu lu Rousseau? Oui. Te souviens-tu de ce passage où il demande à son lecteur ce qu'il ferait au cas où il pourrait s'enrichir en tuant à la Chine par sa seule volonté un vieux mandarin sans bouger de Paris? Oui. Eh bien? Bah, j'en suis à mon 33e mandarin. Ne plaisante pas. Allons, s'il t'était prouvé que la chose est possible et qu'il te suffit d'un signe de tête, le ferais-tu? Est-il bien vieux, le mandarin? Mais bah, jeune ou vieux, paralytique ou bien portant, ma foi, diantre. Eh bien non. Tu es un brave garçon, Bianchon. Mais si tu aimais une femme à te mettre pour elle l'âme à l'envers, et qu'il lui fallut de l'argent, beaucoup d'argent pour sa toilette, pour sa voiture, pour toutes ses fantaisies, enfin. Mais tu m'ôtes la raison, et tu veux que je raisonne. Eh bien, Bianchon, je suis fou, guéris-moi. J'ai 2 sœurs qui sont des anges de beauté, de candeur, et je veux qu'elles soient heureuses. Ou prendre 200 000 francs pour leur dot d'ici à 5 ans. Il est, vois-tu, des circonstances dans la vie où il faut jouer gros jeu et ne pas user son bonheur à gagner des sous. Mais tu poses la question qui se trouve à l'entrée de la vie pour tout le monde, et tu veux couper le nœud gordien avec l'épée? Pour agir ainsi, mon cher, il faut être Alexandre, sinon l'on va au bagne.
Moi, je suis heureux de la petite existence que je me créerai en province, où je succéderai tout bêtement à mon père. Les affections de l'homme se satisfont dans le plus petit cercle aussi pleinement que dans une immense circonférence. Napoléon ne dînait pas deux fois et ne pouvait pas avoir plus de maîtresse qu'en prend un étudiant en médecine quand il est interne au Capucin. Notre bonheur, mon cher, tiendra toujours entre la plante de nos pieds et notre occiput. Et qu'il coûte 1 million par an ou 100 louis, la perception intrinsèque en est la même au-dedans de nous. Je conclus à l'avis du Chinois. Merci, tu m'as fait du bien, Bianchon. Nous serons toujours amis. Dis donc, reprit l'étudiant en médecine, en sortant du cours de Cuvier au jardin des plantes, je viens d'apercevoir l'ami Michonneau et le Poiret, causant sur un banc avec un monsieur que j'ai vu dans les troubles de l'année dernière aux environs de la Chambre des députés, et qui m'a fait l'effet d'être un homme de la police déguisé en honnête bourgeois vivant de ses rentes. Étudions ce couple-là, je te dirai pourquoi. Adieu, je vais répondre à mon appel de 4 heures. Quand Eugène revint à la pension, il trouva le père Goriot qui l'attendait. Tenez, dit le bonhomme, voilà une lettre d'elle. Hein, la jolie écriture. Eugène décacheta la lettre et lut. Monsieur, mon père m'a dit que vous aimiez la musique italienne. Je serais heureuse si vous vouliez me faire le plaisir d'accepter une place dans ma loge. Nous aurons samedi la Fodor et Pellegrini. Je suis sûr alors que vous ne me refuserez pas. Monsieur de Nucingen se joint à moi pour vous prier de venir dîner avec nous sans cérémonie. Si vous acceptez, vous le rendrez bien content de n'avoir pas à s'acquitter de sa corvée conjugale en m'accompagnant. Ne me répondez pas, venez et agréez mes compliments. D. de N. Montrez-la-moi, dit le bonhomme à Eugène quand il eut lu la lettre. Vous irez, n'est-ce pas ajouta-t-il après avoir flairé le papier. Cela sent-il bon. Ses doigts ont touché ça, pourtant. Une femme ne se jette pas ainsi à la tête d'un homme, se disait l'étudiant. Elle veut se servir de moi pour ramener de Marsay. Il n'y a que le dépit qui fasse faire de ces choses-là. Eh bien, dit le père Goriot, à quoi pensez-vous donc? Eugène ne connaissait pas le délire de vanité dont certaines femmes étaient saisies en ce moment, et ne savait pas que, pour s'ouvrir une porte dans le faubourg Saint-Germain, la femme d'un banquier était capable de tous les sacrifices. À cette époque, la mode commençait à mettre au-dessus de toutes les femmes celles qui étaient admises dans la société du faubourg Saint-Germain, dites les dames du petit château, parmi lesquelles madame de Beauséant, son amie la duchesse de Langeais et la duchesse de Maufrigneuse tenaient le premier rang. Rastignac seul ignorait la fureur dont étaient saisies les femmes de la Chaussée-d'Antin pour entrer dans le cercle supérieur où brillaient les constellations de leur sexe. Mais sa défiance le servit bien. Elle lui donna de la froideur et le triste pouvoir de poser des conditions au lieu d'en recevoir. Oui, j'irai, répondit-il. Ainsi, la curiosité le menait chez madame de Nucingen, tandis que, si cette femme l'eût dédaigné, peut-être y aurait-il été conduit par la passion. Néanmoins, il n'attendit pas le lendemain et l'heure de partir sans une sorte d'impatience. Pour un jeune homme, il existe dans sa première intrigue autant de charme peut-être qu'il s'en rencontre dans un premier amour. La certitude de réussir engendre 1000 félicités que les hommes n'avouent pas et qui font tout le charme de certaines femmes. Le désir ne naît pas moins de la difficulté que de la facilité des triomphes. Toutes les passions des hommes sont bien certainement excitées ou entretenues par l'une ou l'autre de ces deux causes qui divisent l'empire amoureux. Peut-être cette division est-elle une conséquence de la grande question des tempéraments qui domine, quoi qu'on en dise, la société. Si les mélancoliques ont besoin du tonique des coquetteries, peut-être les gens nerveux ou sanguins décampent-ils si la résistance dure trop. En d'autres termes, l'élégie est aussi essentiellement lymphatique que le dithyrambe est bilieux. En faisant sa toilette, Eugène savoura tous ces petits bonheurs dont n'osent parler les jeunes gens, de peur de se faire moquer d'eux, mais qui chatouillent l'amour-propre. Il arrangeait ses cheveux en pensant que le regard d'une jolie femme se coulerait sous leurs boucles noires. Il se permit des singeries enfantines autant qu'en aurait fait une jeune fille en s'habillant pour le bal. Il regarda complaisamment sa taille mince en déplissant son habit. Il est certain, se dit-il, qu'on en peut trouver de plus mal tournées. Puis il descendit,
au moment où tous les habitués de la pension étaient à table, et reçut gaiement le hurrah de sottise que sa tenue élégante excita. Un trait des mœurs particulières aux pensions bourgeoises est l'ébahissement qui cause une toilette soignée. Personne n'y met un habit neuf sans que chacun dise son mot. Fit Bianchon, en faisant claquer sa langue contre son palais, comme pour exciter un cheval. Tournure de duc et père, dit madame Vauquer. Monsieur va en conquête fit observer mademoiselle Michonneau. Coquerico, cria le peintre. Mes compliments à madame votre épouse, dit l'employé au muséum. Monsieur a une épouse demanda Poiret. Une épouse à compartiment, qui va sur l'eau, garantit bon teint dans les prix de 25 à 40, dessin à carreaux du dernier goût, susceptible de se laver, d'un joli porté, moitié fil, moitié coton, moitié laine, guérissant le mal de dents et autres maladies approuvées par l'Académie royale de médecine. Excellente d'ailleurs pour les enfants. Meilleure encore contre les maux de tête, les plénitudes et autres maladies de l'œsophage, des yeux et des oreilles, cria Vautrin avec la volubilité comique et l'accentuation d'un opérateur. Mais combien cette merveille, me direz-vous, messieurs? 2 sous? Non, rien du tout. C'est un reste des fournitures faites aux grands Mongols, et que tous les souverains de l'Europe, y compris le grand-duc de Bade, ont voulu voir. Entrez droit devant vous, et passez au petit bureau. Allez la musique. Broum la la trine, la la boum boum. Monsieur de la clarinette, tu joues faux, reprit-il d'une voix enrouée. Je te donnerai sur les doigts. Mon Dieu, que cet homme-là est agréable, dit madame Vauquer à madame Couture. Je ne m'ennuierai jamais avec lui. Au milieu des rires et des plaisanteries dont ce discours comiquement débité fut le signal, Eugène put saisir le regard furtif de mademoiselle Taillefer, qui se pencha sur madame Couture, à l'oreille de laquelle elle dit quelques mots. Voilà le cabriolet, dit Sylvie. Où dîne-t-il donc demanda Bianchon. Chez madame la baronne de Nucingen. La fille de monsieur Goriot, répondit l'étudiant. À ce nom, les regards se portèrent sur l'ancien vermicellier qui contemplait Eugène avec une sorte d'envie. Rastignac arriva rue Saint-Lazare dans une de ces maisons légères, à colonnes minces, à portiques mesquins, qui constituent le joli à Paris. Une véritable maison de banquier, pleine de recherches coûteuses, de stucs, de paliers d'escalier en mosaïque de marbre. Il trouva madame de Nucingen dans un petit salon à peinture italienne, dont le décor ressemblait à celui des cafés. La baronne était triste. Les efforts qu'elle fit pour cacher son chagrin intéressèrent d'autant plus vivement Eugène qu'il n'y avait rien de joué. Il croyait rendre une femme joyeuse par sa présence et la trouvait au désespoir. Ce désappointement piqua son amour-propre. J'ai bien peu de droit à votre confiance, madame, dit-il après l'avoir lutinée sur sa préoccupation. Mais si je vous gênais, je compte sur votre bonne foi, vous me le diriez franchement. Restez, dit-elle, je serai seule si vous vous en alliez. Nucingen dîne en ville, et je ne voudrais pas être seule, j'ai besoin de distraction. Mais qu'avez-vous? Vous seriez la dernière personne à qui je le dirais, s'écria-t-elle. Je veux le savoir, je dois alors être pour quelque chose dans ce secret. Peut-être, mais non, reprit-elle, c'est des querelles de ménage qui doivent être ensevelies au fond du cœur. Ne vous le disais-je pas avant-hier? Je ne suis point heureuse, les chaînes d'or sont les plus pesantes. Quand une femme dit à un jeune homme qu'elle est malheureuse, si ce jeune homme est spirituel, bien mis, s'il a 1500 francs d'oisiveté dans sa poche, il doit penser ce que se disait Eugène et devient fat. Que pouvez-vous désirer? Répondit-il. Vous êtes belle, jeune, aimée, riche. Ne parlons pas de moi, dit-elle en faisant un sinistre mouvement de tête. Nous dînerons ensemble, tête à tête. Nous irons entendre la plus délicieuse musique. Suis-je à votre goût? Reprit-elle en se levant et montrant sa robe en cachemire blanc à dessins perses de la plus riche élégance. Je voudrais que vous fussiez tout à moi, dit Eugène. Vous êtes charmante. Vous auriez une triste propriété, dit-elle en souriant avec amertume. Rien ici ne vous annonce le malheur, et cependant, malgré ces apparences, je suis au désespoir. Mes chagrins m'ôtent le sommeil, je deviendrai laide. Oh, cela est impossible, dit l'étudiant, mais je suis curieux de connaître ces peines qu'un amour dévoué n'effacerait pas. Ah, si je vous les confiais, vous me fuiriez, dit-elle. Vous ne m'aimez encore que par une galanterie qui est de costume chez les hommes.
Mais si vous m'aimiez bien, vous tomberiez dans un désespoir affreux. Vous voyez que je dois me taire. De grâce, reprit-elle, parlons d'autre chose. Venez voir mes appartements. Non, restons ici, répondit Eugène en s'asseyant sur une causeuse devant le feu près de madame de Nucingen, dont il prit la main avec assurance. Elle la laissa prendre et l'appuya même sur celle du jeune homme par un de ces mouvements de force concentrés qui trahissent de fortes émotions. Écoutez, lui dit Rastignac, si vous avez des chagrins, vous devez me les confier. Je peux vous prouver que je vous aime pour vous. Ou vous parlerez et me direz vos peines afin que je puisse les dissiper, fallût-il tuer 6 hommes, ou je sortirai pour ne plus revenir. Eh bien, s'écria-t-elle, saisie par une pensée de désespoir qui la fit se frapper le front, je vais vous mettre à l'instant même à l'épreuve. Oui, se dit-elle, il n'est plus que ce moyen. Elle sonna. La voiture de monsieur est-elle attelée dit-elle à son valet de chambre. Oui, madame. Je la prends, vous lui donnerez la mienne et mes chevaux. Vous ne servirez le dîner qu'à 7 heures. Allons, venez, dit-elle à Eugène, qui crut rêver en se trouvant dans le coupé de monsieur de Nucingen, à côté de cette femme. Au Palais-Royal, dit-elle au cocher, près du théâtre-français. En route, elle parut agitée et refusa de répondre aux 1000 interrogations d'Eugène, qui ne savait que penser de cette résistance muette, compacte, obtuse. En un moment, elle m'échappe, se disait-il. Quand la voiture s'arrêta, la baronne regarda l'étudiant d'un air qui imposa silence à ses folles paroles, car il s'était emporté. Vous m'aimez bien dit-elle. Oui, répondit-il en cachant l'inquiétude qui le saisissait. Vous ne penserez rien de mal sur moi, quoi que je puisse vous demander. Non. Êtes-vous disposé à m'obéir aveuglément? Êtes-vous allé quelquefois au jeu dit-elle d'une voix tremblante. Jamais. Ah, je respire. Vous aurez du bonheur. Voici ma bourse, dit-elle. Prenez donc. Il y a 100 francs, c'est tout ce que possède cette femme si heureuse. Montez dans une maison de jeu, je ne sais où elles sont, mais je sais qu'il y en a au Palais-Royal. Risquez les 100 francs à un jeu qu'on nomme la roulette, et perdez tout, ou rapportez-moi 6000 francs. Je vous dirai mes chagrins à votre retour. Je veux bien que le diable m'emporte si je comprends quelque chose à ce que je vais faire, mais je vais vous obéir, dit-il, avec une joie causée par cette pensée. Elle se compromet avec moi, elle n'aura rien à me refuser. Eugène prend la jolie bourse, court au numéro 9, après s'être fait indiquer par un marchand d'habits la plus prochaine maison de jeu. Il y monte, se laisse prendre son chapeau, mais il entre et demande où est la roulette. À l'étonnement des habitués, le garçon de salle le mène devant une longue table. Eugène, suivi de tous les spectateurs, demande sans vergogne où il faut mettre l'enjeu. Si vous placez un louis sur un seul de ces 36 numéros et qu'il sorte, vous aurez 36 louis, lui dit un vieillard respectable à cheveux blancs. Eugène jette les 100 francs sur le chiffre de son âge, 21. Un cri d'étonnement part sans qu'il ait eu le temps de se reconnaître. Il avait gagné sans le savoir. Retirez donc votre argent, lui dit le vieux monsieur. L'on ne gagne pas 2 fois dans ce système-là. Eugène prend un râteau que lui tend le vieux monsieur. Il tire à lui les 3600 francs et toujours sans rien savoir du jeu les place sur la rouge. La galerie le regarde avec envie en voyant qu'il continue à jouer. La roue tourne, il gagne encore, et le banquier lui jette encore 3600 francs. Vous avez 7200 francs à vous, lui dit à l'oreille le vieux monsieur. Si vous m'en croyez, vous vous en irez la rouge à passer 8 fois. Si vous êtes charitable, vous reconnaîtrez ce bon avis en soulageant la misère d'un ancien préfet de Napoléon qui se trouve dans le dernier besoin. Rastignac étourdi se laisse prendre 10 louis par l'homme à cheveux blancs et descend avec les 7000 francs, ne comprenant encore rien au jeu, mais stupéfié de son bonheur. Ah çà, où me mènerez-vous maintenant dit-il en montrant les 7000 francs à madame de Nucingen quand la portière fut refermée. Delphine le serra par une étreinte folle et l'embrassa vivement mais sans passion. Vous m'avez sauvé. Des larmes de joie coulèrent en abondance sur ses joues. Je vais tout vous dire, mon ami. Vous serez mon ami, n'est-ce pas? Vous me voyez riche, opulente, rien ne me manque ou je parais ne manquer de rien. Eh bien, sachez que monsieur de Nucingen ne me laisse pas disposer d'un sou. Il paye toute la maison, mes voitures, mes loges. Il m'alloue pour ma toilette une somme insuffisante. Il me réduit à une misère secrète par calcul. Je suis trop fière pour l'implorer. Ne serais-je pas la dernière des créatures si j'achetais son argent au prix où il veut me le vendre?
comment moi, riche de 700 000 francs, me suis-je laissé dépouiller? Par fierté, par indignation. Nous sommes si jeunes, si naïves, quand nous commençons la vie conjugale. La parole par laquelle il fallait demander de l'argent à mon mari me déchirait la bouche, je n'osais jamais. Je mangeais l'argent de mes économies et celui que me donnait mon pauvre père, puis je me suis endetté. Le mariage est pour moi la plus horrible des déceptions. Je ne puis vous en parler. Qu'il vous suffise de savoir que je me jetterais par la fenêtre s'il fallait vivre avec Nucingen, autrement qu'en ayant chacun notre appartement séparé. Quand il a fallu lui déclarer mes dettes de jeune femme, des bijoux, des fantaisies, mon pauvre père nous avait accoutumés à ne nous rien refuser. J'ai souffert le martyre, mais enfin, j'ai trouvé le courage de les dire. N'avais-je pas une fortune à moi? Nucingen s'est emporté. Il m'a dit que je le ruinerais, des horreurs. J'aurais voulu être à 100 pieds sous terre. Comme il avait pris ma dot, il a payé, mais en stipulant désormais, pour mes dépenses personnelles, une pension à laquelle je me suis résigné afin d'avoir la paix. Depuis, j'ai voulu répondre à l'amour-propre de quelqu'un que vous connaissez, dit-elle. Si j'ai été trompée par lui, je serais malvenue à ne pas rendre justice à la noblesse de son caractère. Mais enfin il m'a quittée indignement. On ne devrait jamais abandonner une femme à laquelle on a jeté, dans un jour de détresse, un tas d'or. On doit l'aimer toujours. Vous, belle âme de 21 ans, vous, jeune et pure, vous me demanderez comment une femme peut accepter de l'or d'un homme? Mon Dieu! N'est-il pas naturel de tout partager avec l'être auquel nous devons notre bonheur? Quand on s'est tout donné, qui pourrait s'inquiéter d'une parcelle de ce tout? L'argent ne devient quelque chose qu'au moment où le sentiment n'est plus. N'est-on pas liés pour la vie? Qui de nous prévient une séparation en se croyant bien-aimés? Vous nous jurez un amour éternel? Comment avoir alors des intérêts distincts? Vous ne savez pas ce que j'ai souffert aujourd'hui, lorsque Nucingen m'a positivement refusé de me donner 6 000 francs. Lui qui les donne tous les mois à sa maîtresse, une fille de l'opéra. Je voulais me tuer. Les idées les plus folles me passaient par la tête. Il y a eu des moments où j'enviais le sort d'une servante, de ma femme de chambre. Aller trouver mon père, folie. Anastasie et moi, nous l'avons égorgé. Mon pauvre père se serait vendu s'il pouvait valoir 6 000 francs. J'aurais été le désespéré en vain. Vous m'avez sauvé de la honte et de la mort. J'étais ivre de douleur. Ah, monsieur, je vous devais cette explication. J'ai été bien déraisonnablement folle avec vous. Quand vous m'avez quitté et que je vous ai eu perdu de vue, je voulais m'enfuir à pied. Où? Je ne sais. Voilà la vie de la moitié des femmes de Paris. Un luxe extérieur, des soucis cruels dans l'âme. Je connais de pauvres créatures encore plus malheureuses que je ne le suis. Il y a pourtant des femmes obligées de faire de faux mémoires par leurs fournisseurs. D'autres sont forcées de voler leurs maris. Les uns croient que des cachemires de 100 louis se donnent pour 500 francs, les autres qu'un cachemire de 500 francs vaut 100 louis. Il se rencontre de pauvres femmes qui font jeûner leurs enfants et grappillent pour avoir une robe. Moi je suis pure de ces odieuses tromperies. Voici ma dernière angoisse. Si quelques femmes se vendent à leurs maris pour les gouverner, moi au moins je suis libre. Je pourrais me faire couvrir d'or par Nucingen, et je préfère pleurer la tête appuyée sur le cœur d'un homme que je puisse estimer. Ah! Ce soir monsieur de Marsay n'aura pas le droit de me regarder comme une femme qu'il a payée. Elle se mit le visage dans ses mains pour ne pas montrer ses pleurs à Eugène, qui lui dégagea la figure pour la contempler. Elle était sublime, ainsi. Mêler l'argent au sentiment, n'est-ce pas horrible? Vous ne pourrez pas m'aimer, dit-elle. Ce mélange de bons sentiments qui rendent les femmes si grandes et des fautes que la constitution actuelle de la société les force à commettre bouleversait Eugène, qui disait des paroles douces et consolantes en admirant cette belle femme si naïvement imprudente dans son cri de douleur. Vous ne vous armerez pas de ceci contre moi, dit-elle. Promettez-le-moi. Ah, madame, j'en suis incapable, dit-il. Elle lui prit la main et la mit sur son cœur par un mouvement plein de reconnaissance et de gentillesse. Grâce à vous, me voilà redevenue libre et joyeuse. Je vivais pressée par une main de fer. Je veux maintenant vivre simplement, ne rien dépenser. Vous me trouverez bien comme je serai, mon ami, n'est-ce pas? Gardez ceci, dit-elle en ne prenant que 6 billets de banque. En conscience, je vous dois 1 000 écus, car je me suis considérée comme étant de moitié avec vous. Eugène se défendit comme une vierge, mais la baronne lui ayant dit « Je vous regarde comme mon ennemi si vous n'êtes pas mon complice ». Il prit l'argent. « Ce sera une mise de fonds en cas de malheur, dit-il. Voilà le mot que je redoutais, s'écria-t-elle en pâlissant.
Si vous voulez que je sois quelque chose pour vous, jurez-moi, dit-elle, de ne jamais retourner au jeu. Mon Dieu, moi, vous corrompre, j'en mourrais de douleur. Ils étaient arrivés. Le contraste de cette misère et de cette opulence étourdissait l'étudiant, dans les oreilles duquel les sinistres paroles de Vautrin vinrent retentir. Mettez-vous là, dit la baronne en entrant dans sa chambre et montrant une causeuse auprès du feu. Je vais écrire une lettre bien difficile. Conseillez-moi. N'écrivez pas, lui dit Eugène. Enveloppez les billets, mettez l'adresse et envoyez-les par votre femme de chambre. Mais vous êtes un amour d'homme, dit-elle. Ah. Voilà, monsieur, ce que c'est que d'avoir été bien élevé. Ceci est du bosséen tout pur, dit-elle en souriant. Elle est charmante, se dit Eugène qui s'éprenait de plus en plus. Il regarda cette chambre où respirait la voluptueuse élégance d'une riche courtisane. Cela vous plaît-il dit-elle en sonnant sa femme de chambre. Thérèse, portez cela vous-même à monsieur de Marsay et remettez-le à lui-même. Si vous ne le trouvez pas, vous me rapporterez la lettre. Thérèse ne partit pas sans avoir jeté un malicieux coup d'œil sur Eugène. Le dîner était servi. Rastignac donna le bras à madame de Nucingen qui le mena dans une salle à manger délicieuse où il retrouva le luxe de table qu'il avait admiré chez sa cousine. Les jours d'Italien, dit-elle, vous viendrez dîner avec moi et vous m'accompagnerez. Je m'accoutumerai à cette douce vie si elle devait durer, mais je suis un pauvre étudiant qui a sa fortune à faire. Elle se fera, dit-elle en riant. Vous voyez, tout s'arrange. Je ne m'attendais pas à être si heureuse. Fin de la 14e section.